le livre de Vayechi et avec ce qu'on pourrait appeler le deuxième personnage le plus central du livre de Bereshit. Le premier étant Abraham, parce que finalement tout converge vers l'apparition d'Abraham avec tout ce qu'il va mettre en place. Et ensuite le deuxième c'est Yosef. Ce sont deux personnages principaux. Maintenant quand on pense à Yosef, tout le monde a une sorte de connexion immédiate. Waouh, Yosef, la success story. Ouais, ça veut dire, tu te dis, c'est le bonhomme déjà qui va gravir plus vite que Elon Musk. L'ascenseur social va devenir comme ça de façon assez impressionnante. Au moins Elon Musk, on l'a senti venir, quoi. Ça veut dire, il y a eu quand même plusieurs startups, tu vois. Ça explose maintenant, mais voilà. Et Yosef, il vient de nulle part et il se hisse au rang de l'homme le plus puissant du monde, qui gère les plus grandes masses d'argent du monde. Tu penses aussi à la beauté de Yosef, qui faisait craquer toutes les filles du royaume. Tu penses dans le paysage, tu penses aussi à sa puissance spirituelle, d'avoir pu résister comme ça à des tentations assez complexes. On va en reparler. Tu penses aussi à Yosef, à l'individu qui a des pouvoirs un peu paranormaux, puisqu'il a fait des rêves qui se sont réalisés, donc des rêves prémonitoires. Puis dans une phase de sa vie où il était en tôle, on expliquera pourquoi. Alors il ne rêve plus, mais en tout cas les rêves viennent à lui, il interprète les rêves. Donc il fait des rêves, il interprète les rêves, il fait rêver de lui, bref. Tu dis waouh, Yosef, c'est fantastique. Et pourtant c'est... Regarde qu'on est obligé que la Torah t'oblige à porter. Yosef, c'est peut-être le personnage biblique le plus traumatisé. Il a eu un cumul de tous les traumas que peuvent avoir un individu. Et je vous ai donné donc la liste. On va les voir ensemble. Je les ai marqués dans le document en italique. Ce sera plus simple. Tout d'abord, c'est important de le préciser. Il est quand même orphelin de mère à l'âge de 8 ans. Ouais. À partir de 8 ans, il n'y a plus maman qui est là pour lui essuyer ses sanglots, pour lui faire schéma, pour s'occuper de ses petits bobos. Maman n'est plus là. Bon, tu vas me dire, that's the life. Ouais, il n'est pas le premier, c'est vrai. Sauf qu'à l'âge de 17 ans, à l'issue du récit de ses rêves, je vous rappelle la teneur des rêves. Il a rêvé donc de gerbes de blé qu'il ramassait avec ses frères, et puis d'un coup, en les posant, les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe à lui. Deuxième rêve, les rêves d'étoiles, de lune, de soleil, et puis il y a tout le monde qui se prosterne devant lui. La lune, le soleil, c'est le papa et la maman, et ensuite les autres étoiles, eh ben, ce sont ses frères. Et donc, il y a quelque chose d'assez hégémonique dans ses rêves, mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi les gerbes de blé, pourquoi les étoiles? Eh bien, quand on sait qu'il a 17 ans à cette époque, c'est un ado comme tous les ados du monde, un peu plus ceux d'aujourd'hui, parce que c'est pas tout à fait comme ça, mais vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais en tout cas, il a des rêves d'ado. Et un rêve d'ado, c'est quoi? C'est premièrement, il rêve de blé, donc d'argent. Il aimerait devenir comme Jeff Bezos, ouais, et si possible facilement. Et deuxième rêve, c'est rêve d'étoile, de devenir une star, peut-être un influenceur sur YouTube, ouais, qui engrange les revenus par le nombre de vues qu'il a, bref. C'est les rêves classiques d'ado. Alors je dis qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que les ados ils rêvent plus, enfin ils prennent des substances pour rêver, mais ça c'est un autre problème, ouais. En tout cas, on a ici donc un personnage qui à 17 ans va dévoiler ses rêves, et à ce moment-là, les frères n'en peuvent plus, c'est pas que à cause des rêves, mais il y a trop de choses qui se cumulent autour de lui. Et le fait que le père a, de façon ostentatoire, acquis une préférence par rapport à Yosef, il lui a donné l'habit des habits, donc l'habit qui fait rêver tout la rue de Turenne, puisqu'en fait la fameuse tunique en question, c'est une tunique qui n'a pas été achetée par Jacob, il a été hérité par Jacob, il a eu de son père, qu'il a eu de son père, Abraham, Isaac, ainsi de suite. Et on remonte comme ça jusqu'à Adam Arishon, c'est la première habit qui a été confectionné par Hachem, c'est le dernier d'ailleurs je pense. Après ils ont laissé ça à Christian Dior et Yves Saint Laurent, ouais. Mais en tout cas, le premier habit de l'histoire, c'est Yaakov qui le donne à son fils Yosef. Et là il y a trop de
une marque d'amour trop ostentatoire. Et donc, ils décident d'en finir avec lui. Ouais. Donc au début, ils ont un plan du genre DZ Mafia. Ils vont le dégommer, mais après, il y a Yehuda et Reuven qui s'interposent. Non, mais on peut quand même pas tuer un frère, ça se fait pas. Et vous savez quoi, les copains, il y a un puits ici. Venez, on le jette dans ce puits. Ouais. Maintenant, le texte de la Torah nous dit Va à bord rek en bomaïm. Le puits est vide, il n'a pas d'eau. Et demande les commentateurs, mais si tu dis qu'il est vide, c'est forcément qu'il n'a pas d'eau. Pourquoi tu précises qu'il n'a pas d'eau? Fallait dire le bord était vide, tout simplement. Non, on te dit il est vide, il n'a pas d'eau, mais il est rempli d'autres choses, de serpents et de scorpions. Ambiance Indiana Jones, ouais. Donc ça veut dire le bonhomme, il a 17 ans, il a évoqué ses rêves, et malheureusement, il est précipité dans un puits où a priori il va mourir immédiatement. J'ai une question là-dessus. Après, si tu veux. Maintenant, il y a un passage que j'ai découvert cette semaine qui m'a vraiment marqué. Donc, vous connaissez la suite de Yosef. Il va passer de pérégrination en pérégrination. Il va devenir directeur financier. Il va en prison. Et puis, d'un coup, il est érigé comme étant le plus grand maître du monde. Et là, les frères, au bout de 2 ans de famine, donc 7 ans d'abondance, 2 ans de famine, conformément à l'interprétation qu'avait faite Yosef à Pharaon, les frères débarquent d'Israël en Égypte parce qu'ils n'ont plus de quoi manger en Israël. Et là, comme tout le monde le sait, Yosef va les cuisiner. Il va venir tester le lien fraternel des frères. Ça veut dire qu'il va essayer de les mettre en situation dans laquelle il demande aux frères de leur ramener Binyamin, son frère de mère, de la même mère, de façon à tester si ils vont encore être capables de sacrifier un frère ou pas. Et là, il va voir finalement que Yehuda est prêt à se mettre entre parenthèses pour sauver Binyamin. Ça va être le test. Maintenant, au moment où les choses commencent à tourner au vinaigre, eux c'était des braves types, ils viennent récupérer de la marchandise en payant en monnaie sonnante et trébuchante leur argent, enfin leur marchandise, pour repartir, tout devrait se passer comme une lettre à la poste. Sauf que, ils sont cuisinés, ils se font soupçonner, vous êtes des espions, ils commencent à sentir que ça sent le vinaigre. À ce moment-là, nous dit le texte de la Torah, ils se disent, oula, s'il nous arrive des problèmes dans la vie, c'est que peut-être on n'a pas été blanc-bleu à l'époque. Regardez le texte, je vous ai marqué au premier verset dans le grand 1. Les mots Ishalachiv. Et ils se dirent l'un à l'autre, en vérité, Aval Hashemim anachnu. En fait, on est puni à cause de notre frère. Nous avons vu son désespoir lorsqu'il nous criait de grâce et nous sommes demeurés sourds. Voilà pourquoi ce malheur nous est arrivé. Immédiatement, il connecte. Introspection. Ouais, ça fait quand même 22 ans cette histoire, ouais. 22 ans que ça s'est passé. Et ils connectent immédiatement. Ils disent waouh, s'il nous arrive des noises maintenant, c'est qu'en fait on s'est mal comporté. Maintenant, le rabbi fait une remarque absolument magnifique. Il évoque ici le fait que Yosef, dans le puits, apparemment, a supplié ses frères, mais sortez-moi de là! Arrêtez! Ouais. Et eux, ils sont restés sourds. Or, dans le texte de la Torah, quand on voit l'épisode, c'est marqué nulle part. On voit que Yosef a été jeté dans le puits, mais on ne voit pas la scène où dans le puits, Yosef s'exclame et supplie ses frères, sortez-moi de là. C'est pas marqué dans la Torah. Et le Ramban nous pose la question, mais pourquoi ils évoquent un passage qui n'a pas été relaté dans la Torah? Et une réponse du Ramban qui m'a glacé un peu le sang, et qui dit en fait, pourquoi c'est pas marqué? Parce qu'en fait, Yosef était dans un tel désespoir, un tel désarroi, qu'il n'avait plus la force de pleurer ni de crier. Et donc les cris en question n'ont pas forcément été entendus par les frères, ou s'ils ont été entendus, ils ont entendu des cris en sourdine. Pas le cri de l'individu qui est encore capable de se battre. Il est tellement avachi, Yosef, dans le puits, de voir que finalement tous ses frères se liguent contre lui pour le tuer. C'est horrible, ouais. En fait, il était mort, en fait. Il était mort, exactement. Et ça, en fait, la subtilité de Ramban nous raconte donc une histoire, enfin, nous dit qu'en fait, c'est ça qui est terrible. C'est que la Torah te relève pas ses cris parce qu'ils étaient inaudibles, les cris. Parce que il a plus la force de pleurer, il a plus la force de crier. Donc c'est vraiment le sommet. Donc c'est ça que je vous appelle le trauma. Trauma de perdre sa mère, bon bah, malheureusement, il y a beaucoup de gens dans l'histoire. Mais c'est pas tout, t'as maintenant tous tes frères qui se liguent contre toi et qui te jettent dans un puits. Donc vous allez me dire, mais enfin, tu veux pas le tuer à la façon des Z Mafia, ok, mais tu le mets dans un nid à scorpions.
Ouais, ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même, dit Réhouven. Il dit parce que, c'est un yesod assez intéressant, assez surprenant même. Il dit qu'en fait que si Akadosh Baruch Hu a prévu une date du terme d'un individu, il n'y a rien qui peut déplacer cette date. On ne peut pas anticiper la mort de quelqu'un. Sauf si quelqu'un décide de le tuer. Donc c'est terrible, hein, comme ce que je vous dis là maintenant. Regardez dans le Rachem Akadosh, je m'explique. Ça veut dire que Hachem a mis en place chez l'homme un libre arbitre qui est suffisamment puissant pour aller à rebours du projet d'Hachem. Et sinon, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas vraiment un libre arbitre. Donc je répète, il n'y a rien qui peut toucher un individu. S'il est prévu de mourir dans 10 ans, il ne mourra pas avant. Sauf s'il rencontre un terroriste ou un fou ou un mafieux qui va lui mettre une balle dans la tête. Et ça s'appelle anticiper le terme. Parce que le libre arbitre de l'individu, Hachem joue le jeu, eh ben, peut aller à rebours du dessein d'Hachem. Donc le calcul des Rouven est suivant. Il dit, le tuer avec nos mains, on ne peut pas. Parce que s'il est mort, ce ne sera pas la preuve qu'il était un rachat. En revanche, si je le mets dans un puits où il y a des scorpions et il y a des serpents venimeux, là on aura le vrai test. Si c'est un tzaddik, il n'y a aucun scorpion qui pourra le toucher. Et si c'est pas un tzaddik, et ben voilà, on va laisser au scorpion et au serpent faire le sale boulot. Et il sort indemne. Ça veut dire que c'était pas prévu qu'il meure. Mais ils auraient pu attirer. Comment? Ils ont voulu éviter de prendre la place de Dieu. Bah oui, en le jugeant. Alors juger, ils avaient, c'est compliqué dans la pensée juive. Il y a des raisons. C'est pas une bande de mafieux en tout cas. C'est ça que je veux dire. C'est des tzadikim et ils ont une raison très simple, très claire, qui est un peu subtile, mais qui dit qu'en fait que Yosef est en train quelque part de se rebeller contre la royauté normale qui doit être attribuée à Yehuda. Hachem a prévu un monde dans lequel c'est Yehuda qui va être le roi. Et d'ailleurs, on va retrouver ça à la fin des temps, parce qu'à la fin des temps, il y a deux Mashiach. On l'a jamais dit ça. Il y a Mashiach fils de Yosef et Mashiach fils de David. Et le Mashiach fils de David va élaguer le Mashiach ben Yosef. Donc Mashiach ben Yosef va s'occuper d'agréger et de ramener tous les non-juifs qui voudront s'affilier à l'histoire juive. Et une fois qu'il aura fait ce job, hasta la vista, c'est Mashiach ben David qui prend le dessus. Donc il y a la place pour deux moments. Bref, il y a des tensions très, très fortes mystiques. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que il subit l'épisode du puits. Et il n'a plus la force de pleurer tellement c'est tragique. Mais c'est pas tout. Une caravane de bédouins va passer par là-bas, ils vont entendre qu'il y a une personne là-bas, ils vont le prendre, ils se disent magnifique, on a un esclave gratos. Ils le prennent, ils l'embauchent en tant qu'esclave, donc ils le prennent en tant qu'esclave, et il se trouve que pour partir en Égypte, cette caravane en question est passée par Bethléem. Et lorsqu'il arrive vers Bethléem, qu'est-ce que fait Yosef? Il se met à courir pour aller pleurer sur le tombeau de Rachel, sa maman. Et lorsque dans le Navi on dit que Meni koler mi bechi, arrête de pleurer, Kol berama nishma, on entend la voix, Meni koler mi bechi, Rachel mevaka al banea. On dit que Rachel, elle pleure sur ses enfants. Le premier enfant sur lequel elle a pleuré, c'est Yosef. Et là, il va là-bas, il se fait rosser de coups par les Ishmaélim qui lui dit reviens ici tout de suite. Donc il a fait appel à sa mère. Maintenant, c'est important, je vous donne une petite parenthèse. Il ne faut jamais hésiter à aller prier chez Rachel Imenu. Ouais, elle a juré qu'en fait, elle s'occuperait de tous les cas personnels. Moi, on est plusieurs fois à aller là-bas. On va en général avant chez Rachel Imenu, avant le kotel pour nous. Ouais, je suis pas en train de faire de... Ouais. Parce que là, il y a un midrash qui dit que Ikar Ashrina, l'essentiel de la Shrina, il est sur le tombeau de Rachel. Avant le kotel, ouais. Donc non, je dis, il y a quelque chose d'assez spécial chez Rachel. Elle est celle qui est partie en chemin et donc elle s'occupe de toutes les personnes qui sont en chemin. Ceux qui cherchent leur zivoug, ceux qui cherchent à tomber enceinte, ceux qui cherchent leur parnasa. Toutes les personnes qui sont dans une recherche, on a tous une recherche dans la vie. C'est très important d'aller chez Rachel Imenu, d'aller pleurer là-bas. En général, il n'y a jamais de larmes qui sont en veine là-bas. Ouais. Alors, en aparté, je vous dirai ce qui nous est arrivé. Donc en tout cas, et même récemment, ça veut dire dès que mon fils est rentré à Gaza, dès qu'elle est pu, ma femme a tout de suite organisé là-bas un voyage et elle est allée à Rachel avec un groupe de dames
Elle pleurait là-bas, ça veut dire à chaque fois. Et là, quand il est sorti de Gaza, il est allé retourner là-bas chez Rachel pour remercier Hachem. Évidemment, c'est jamais Rachel, mais Hachem par rapport à ce qui a été fait. Bref. Donc, juste pour vous donner le point, donc il se fait rosser par les Ishmaélites, mais c'est pas tout. Ouais, c'est pas tout. Il va, donc une fois qu'il travaille, il va petit à petit monter de grade parce qu'il est une personne très brillante. Il va devenir DAF, directeur financier des affaires de Monsieur Poutifar. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est extrêmement beau, extrêmement charmant. Et donc la femme du patron commence à s'amouracher de Yosef. Elle va essayer de draguer pendant un an. Un an. Ouais, c'est pas l'aventure d'une soirée, c'est un an de drague. Et au bout d'un an, elle essaie d'aller jusqu'au bout pour l'obliger à tout simplement avoir une relation avec elle. Et là, de façon assez héroïque, plus qu'héroïque, incroyable, Yosef résiste. Et comme il résiste, elle décide de l'accuser. Balance ton porc, MeToo avant l'heure, ouais. Et malheureusement, à l'époque, ça, on entend son cri. Et donc, il est immédiatement attrapé. Et il est envoyé en tôle pour l'éternité. On appelle ça les oubliettes en français, ouais. Ouais. Donc il va écoper maintenant de 10 ans. Il a déjà 10 ans d'histoire dans la tôle. Et après, donc, va y avoir un truc bizarre, c'est que il y a deux co-détenus qui ont fait un rêve, il va l'interpréter. Et celui à qui il a dit tu vas mourir, il meurt. Celui à qui il a dit tu vas être incorporé, il est incorporé. Et il dit à celui qui va être incorporé, si tu es incorporé comme je te l'ai prédit, en fonction de ton rêve, je t'en prie, renvoie-moi l'ascenseur. Pense à moi. Et là, encore une fois, une trahison, il l'oublie. Il faudra que 2 ans après, Pharaon lui-même se mette à avoir un rêve, et que l'autre il dit ah mais attends, t'as un problème pour l'interpréter, parce qu'il n'arrive pas à l'interpréter. Mais attends, mais je me rappelle, il y avait un marabout de malade dans ma cellule, il s'appelle Yosef. Vas-y, viens, on le fait. Donc 2 ans après, c'est que grâce au rêve de Pharaon, ça remet la puce à l'oreille. Donc ça veut dire, il est persécuté, il est trahi par ses proches, par sa propre famille, il est trahi par la vie, et on pourrait presque évoquer ici une sensation de trahison de Hachem. Pourquoi de Hachem? Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'il a fait de mal dans sa vie? Il a un rêve, il le dit, c'est imprudent, c'est pas une avéra. Ouais. À part ça, il résiste à une femme, ouais, qui fait quelque chose de mal. Donc au nom de la morale, au nom de la conscience, il se tient bien. Et c'est ça le mérite de celui qui se tient bien, il écope la prison. Il y a quelque chose qui est complètement fou là-dedans. Il y a un midrash qui est extraordinaire, qui dit que quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, traduction, tu sauves quelqu'un de quelque chose. Ouais. Alors le midrash il dit, en même temps que tu lui donnes l'argent pour l'aider, donne-lui des petites pierres avec. Des petites pierres, des petits cailloux. Je sais pas pourquoi des petits cailloux. Il dit parce que en général, quand tu as sauvé des personnes, tu rends en général beaucoup d'ingratitude en face de toi. Les personnes ne sont pas en général reconnaissantes. Et donc, ils seront d'autant plus pas reconnaissantes que, quelque part, tu leur rappelles leurs moments sombres. Et donc, ils t'en veulent pour ça, alors que tu les as aidés. Alors, tu sais quoi? Tu leur as donné au préalable des petites pierres, comme ça, quand ils vont te lancer des pierres, ce sont des petites pierres, pas des gros cailloux. Midrash, incroyable. Un midrash incroyable, ouais, mais c'est magnifique comme ça. Ça veut dire, tu as envie de dire, mais attends, Yosef, qu'est-ce qu'il fait de mal? Et regardez les menhirs qu'il reçoit dans la figure, c'est quelque chose de terrible, ouais. Donc je veux vraiment vous faire palper du doigt la vie de Yosef, ouais. Maintenant, dernier point, donc, comme je vous ai dit, il a voulu un retour d'ascenseur de la part du maître et chanson, et en fait il a rien eu. Bref. Ah merci beaucoup, Sadora. Kazak. Donc maintenant, regardez. Ce que je m'interroge maintenant, c'est la chose suivante. On a apparemment 2 Yosef. Le Yosef des traumas. Amen. On a le Yosef des traumas, des traumatismes terribles. Et ils cumulent tous, hein, finalement. À tous les niveaux. Au niveau familial, au niveau fraternel, au niveau... Alors, je vous rajoute un trauma que les gens ne connaissent pas. Une question qui est posée par plusieurs commentateurs. Comment se fait-il que Yosef, donc, il galère, ouais, dans le puits, ensuite directeur financier, puis ensuite, boum, il redevient en tôle, et puis après il est érigé au sommet.
Il y a 7 ans d'abondance et 2 ans de famine ensuite. C'est au bout de 2 ans que les frères viennent. Demande les commentateurs, mais pendant toute cette période de 9 ans où tu étais au sommet du monde, comment c'était qu'il n'est pas allé faire un coucou à son papa? Ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son père. Qu'est-ce que t'attends pour dire, papa, coucou, je suis là, regarde ce que je suis devenu? Comment? Je suis en vie. Alors, il ne connaît pas l'histoire. Il ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord? Mais une chose sûre, c'est qu'il n'a jamais allé voir son père. 22 ans. D'ailleurs, certains disent, le Chavetz Chaim va dire, que 22 ans, ce sont les mêmes 22 ans durant lesquels Yaakov était séparé de ses parents, chez Lavan. Donc, alors, certains disent qu'en fait, comme il n'a pas vu ses parents pendant 22 ans, il aurait pu les voir. Parce qu'il a traîné en chemin Yaakov, donc il a payé ensuite 22 ans de séparation de son fils. Bref, mais pendant 22 ans, qu'est-ce que t'attends, Yosef, pour aller voir ton père? Élément de réponse de Rabbi Noun. Il dit que Yaakov, c'est son père qui lui a dit d'aller voir ses frères à Shrem, à Naplouse. À Shrem, il n'y a que des problèmes à Naplouse. Shrem, c'est Naplouse. Et quand il voit que quand il est arrivé là-bas, ils l'ont pris, ils l'ont ligoté, ils l'ont mis dans le puits, il est persuadé que son père est dans le coup. Donc, Yosef, il a des comptes à rendre aussi avec son père. Il est persuadé que son père est de Mèche. Vous comprenez le problème ou pas? Maintenant, c'est d'autant plus compliqué au début de la paracha. Excusez-moi, mais j'ai pas compris pourquoi il pensait que son père était de Mèche alors qu'il savait qu'il adorait. Il savait qu'il était. Mais n'empêche que s'il adore, et pourtant il a demandé d'aller dans la gueule du lion. Alors pourquoi tu me demandes d'aller dans la gueule du lion? Il lui a dit quoi? Il lui a dit d'aller dans ce puits, c'est pas lui. D'aller voir ses frères à Shrem. Et il va là-bas, et là commence la tragédie. Oui, mais en même temps, il lui a juste dit d'aller chercher ses frères. Je veux dire, c'est une famille. Mais comme par hasard, à ce moment-là, il se fait presque tuer. Donc il se dit, papa est dans le coup. Papa est dans le coup. Papa est dans le coup. C'est qui dans le Midrash? Non, c'est Rav Binoun qui explique par rapport à la question qu'on a posée. Il dit que forcément, alors c'est encore plus complexe. Regardez, au début de la paracha, sans qu'il va mourir Yosef, Yaakov, il appelle ses enfants et avant il appelle Yosef. Il demande à Yosef, regarde, je veux pas être enterré ici en Égypte, je veux être enterré en Israël. Garantis-moi ça. Pardon. Tu me garantis ça. Il dit, papa t'inquiète pas, je t'enterrerai là-bas. Il dit, ok, alors maintenant tu sais quoi, tu me jures. Tu me jures. Tu fais confiance à ton fils. Pourquoi il y a besoin de le faire jurer? Ouais. En touchant la hanche, c'est pas la hanche, c'est le brit. Parce que prendre un équita très fesse, comme ça dit la Gemara, c'est prendre un objet de. On jure sur une mizouza, sur un Sefer Torah ou bien sur la brit. Donc, pourquoi il demande de jurer? Tu vas confiance à ton fils? Réponse, très simple. Yosef a un gros souci. Parce que Pharaon, dans sa vie, il a sorti de prison, il a donné des habits, il a habillé. Troisième point, il a donné à Yosef un magnifique mini décapotable, donc les. Ouais, ou la Tesla décapotable, comme vous voulez. Il a donné un métier de malade, président du monde pratiquement. Et dernière chose, cinquième chose, il a donné une femme, Osel Bat Potifara. Qui dans la vie d'un homme donne ces 5 choses? Un père, bravo. Pharaon, quelque part, s'est placé, de fait, sans faire exprès, comme étant son père de substitution. Et vu qu'il a un dossier avec son père, donc vous comprenez que Yaakov est suffisamment malin pour savoir que même si mon fils me dit « Ok, t'inquiète pas papa, je t'enterrerai en Israël », ça va être un énorme problème pour Yosef, de trahir son deuxième père. Donc il y a ça qui se joue, c'est Rafforman qui parle de ça. Donc vous comprenez qu'en fait la vie de Yosef, c'est des traumatismes, des blessures, des cicatrices, des positions d'échec et pattes, ça veut dire des voies sans issue, c'est terrible. Ça c'est Yosef. Maintenant la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est est-ce que finalement c'est une sorte de schizophrénie? T'as deux Yosef. T'as le Yosef qui est truffé de trauma, et puis Baruch Hashem, le bonhomme il va avoir une sorte de fenêtre, et il s'en sort. Et donc en fait il y a deux phases dans la vie de Yosef, la phase Tané et la phase Bracha. Est-ce que c'est ça en fait qu'on veut nous dire? Et comme parfois beaucoup de gens qui ont morflé dans leur vie, qui ont morflé comme il faut, eh bien après tu les retrouves dans une réussite exceptionnelle et qui est beaucoup liée au fait que ils ont tellement morflé
Il développe avec la vie un véritable regard cynique avec la vie. Il ne croit plus en rien. Et cette je crois plus en rien donne à l'individu une force colossale. Il a peur de rien. Je ne crois plus en rien, mais j'ai peur de rien. Et donc ça leur donne une énergie colossale et ils réussissent partout. Petite parenthèse, vous savez que tous les personnes qui sortent des commandos israéliens se vendent à prix d'or aux États-Unis. Pour faire n'importe quoi. Peu importe. Mais là où ils vont, ils cartonnent. Pourquoi? Ils ont peur de rien. C'est parce qu'ils ont vu tellement de choses dans leur vie. Ils sont tellement forts. Pas qu'au niveau physique, ça c'est évident, mais au niveau mental, il y a une telle force mentale. Ouais, comme beaucoup de rescapés de la Shoah qui ont fait des cartons au niveau immobilier, au niveau financier. Ouais. Donc est-ce qu'on est dans un prototype de l'individu qui a tellement subi, il croit plus en rien et donc il est forcé à réussir. Et donc en fait on pourrait avoir un Yosef qui a morflé, puis ensuite un Yosef qui a un cœur suffisamment de pierre pour devenir l'homme réussi comme il est. Alors ça c'est impossible de dire. C'est impossible de dire. Parce que la Torah va stipuler à 8 reprises, va évoquer à 8 reprises les pleurs de Yosef. Yosef c'est un pleurnicheur. C'est pas du tout cette personne aguerrie, cette personne avec le cœur de pierre qui va affronter la vie. Et si c'est marqué 8 fois pour Yosef, c'est marqué une seule fois pour Abraham. Et lorsque la Torah dit des choses triviales de pleurer, évidemment, sa femme est morte. Si elle le dit, c'est que c'est important de le dire. Elle ne te parle pas de choses qui intéressent Paris Match. Elle te parle de choses qui ont un enseignement. Ça veut dire que si la Torah a besoin de bégayer à 8 reprises, enfin, pour des situations différentes, les pleurs de Yosef, c'est qu'en fait, on va te dire que Yosef, c'est un hypersensible. C'est un pleurnicheur. Pas au sens gâté du terme. C'est une personne qui, dans son rapport à la vie, il est dans l'ultra-sensibilité. Premier point. Deuxième point, Yosef est une personne ultra-empathique. Je vous rappelle l'épisode, il est en prison. Il a 2 co-détenus qui viennent lui livrer ses rêves. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il n'avait pas ouvert un cabinet de voyance marabout, on te fait les lignes de... Non, pas du tout. Il dit le texte, Vayavo Elehem Yosef. Ils sont venus vers Yosef, Baboker le matin, donc il voit ses co-détenus. Vayar Otam Ve'inam Zoafim, dit le texte. Il remarqua qu'ils étaient soucieux. Tiens, c'est bizarre, je te trouve soucieux ce matin. Mais mettez-vous dans le contexte. T'es pas au boulot, t'es dans une prison. Donc j'imagine bien que les gens ils sont soucieux quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Je pourrais même dire qu'ils sont déprimés, ils sont soucieux, ils sont... Ouais. Et regardez, c'est pas simplement qu'il a remarqué un gradient de différence par rapport à hier, il s'exprime. Vaïchal et Tsérissé Paro, donc il leur demande à ces deux, c'est les simples serviteurs de Pharaon, ouais. Asherito Bemishmar Bet Adonav, les morts, donc ils sont avec lui dans la prison. Madoua Penechem Raïmayom. Pourquoi vous avez le visage sombre aujourd'hui? Pourquoi t'es mchon? Pourquoi t'es mchon? Mais évidemment t'es dans la prison, évidemment que t'es mchon. C'est quoi cette question? Cette question ne peut jaillir que d'une personne qui est capable d'être sensible au monde des émotions et au monde de la transcription des émotions par un visage. Alors, ils devaient être tous tristes là-bas, c'est pas une gaieté de cœur, hein, c'est pas les prisons d'aujourd'hui, ouais. Il n'y a pas Canal+ à l'époque dans leur prison, ouais. Des prisons horribles, c'est des cachots. Mais maintenant, il est capable de discerner chez des simples détenus, qu'est-ce qui nous arrive. Et donc là, ils vont se dire, ouais, en fait, on est perturbé par un rêve. Ouais, on est une chatte parce qu'on a... Et donc il dit, mais ok, mais je m'occupe de vous, ça veut dire c'est une empathie incroyable. Donc on a un Yosef qui est dans le sommet de l'empathie, le sommet de l'hypersensibilité, et on va avoir Yosef qui va réussir de façon vertigineuse tout. Et donc on va essayer de comprendre que la source de la réussite de Yosef n'est pas cette distance qu'il aura par rapport à la vie. On va voir en fait que c'est une façon d'aborder la vie qui est tout à fait nouvelle. Alors, incroyable. Et qui peuvent nous aider nous aussi par rapport à tous nos traumas. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, le génie de Yosef, alors en fait on va passer par un passage de notre paracha qui évoque donc en fait, vous savez que dans la tradition juive, on a l'habitude de bénir nos enfants. Au moins la veille du Shabbat, la veille du Kippour aussi, c'est important. Il y avait un rave qui s'appelle Rav Posen, à Nebrak, qui passait toute la journée de la veille de Kippour. Bon, il avait 12 ou 14 enfants, je ne sais plus exactement. Mais toute la journée des rêves Kippour, il passait à bénir ses enfants juste avant Kippour. Et
il versait des chaudes larmes sur chacun des enfants. Et ça durait 1 heure par enfant. Ouais. Voilà, les parents bénissent leurs enfants. Maintenant, la bénédiction pour les filles, elle est très connue. Yesimer Elohim ke Sarah, Rivka, Rachel, Léa. On souhaite à nos filles de devenir comme Rachel, qui est Sarah, comme Sarah, les quatre matriarches. Rivka, Rachel et Léa, donc on espérait qu'elles puissent attraper quelque chose de leur vertu. En revanche, pour les hommes, pour les garçons, on ne dit pas que Hachem te fasse comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, ni comme les enfants des patriarches. Tu peux très bien dire que mon fils devienne comme Yosef, Yehuda, tu vois. On va choisir des petits-enfants, les seuls qui sont nés en Égypte. Les enfants donc de Yosef, Ephraim ou Ménaché. Il y a Simechalim et le Kim qui est Ephraim ou qui est Ménaché. Et après on enchaîne sur donc la fameuse Barcha des Kohanim. Donc la question qui se pose, pourquoi avoir choisi Ephraim et Ménaché comme étant les symboles mêmes des personnes dont j'aimerais que mes enfants ressemblent, auprès duquel j'aimerais que mes enfants ressemblent. D'autant plus, et c'est d'autant plus délicat que Ephraim et Ménaché, on ne sait même pas qui est. C'est des illustres inconnus, c'est juste les enfants de Yosef, mais on t'a rien raconté sur eux. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses qui sont dites sur d'autres petits-enfants. Donc en fait, on a ici une énorme énigme. Et nous dit le texte, regardez comment c'est intéressant. Deuxième point, bizarre par rapport à Ephraim et Yosef, c'est que au moment où Yaakov va les bénir, donc Yosef amène ses 2 fils pour les bénir, nous dit le texte que Vaïkar Yosef et Shenehem et Ephraim Beimino, Mismolo. Israël va être Ménaché Besmolo, mais bon, je vous rappelle, très simple. Donc il avait à sa droite Ephraim et à sa gauche Ménaché, je parle de Yosef, et il les place devant son père qui était en face de lui. Donc il lui permet de mettre Ménaché à la droite de Yaakov, l'aîné, et Ephraim à la gauche de Yaakov. Et voilà, nous dit le texte de la Torah, que Yaakov a croisé ses mains. Il va mettre sa main droite sur la tête d'Ephraim, qui est le cadet, et sa main gauche sur la tête de Yosef, sur la tête de Ménaché, qui est l'aîné. Donc il inverse les mains. Alors, nous dit le texte, regardez dans le verset numéro 17, Joseph remarqua que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraim, alors que c'est le cadet, et cela lui déplut. T'es pas content, Yosef. Il souleva la main de son père pour la faire passer de la tête d'Ephraim sur la tête de Ménaché. Donc il dit, mon papa s'est trompé. Donc il lui prend la main pour la mettre sur la tête d'Ephraim. Et réaction de... Et il dit à son père, papa, pas ainsi, papa, tu te trompes. Puisque celui-ci est l'aîné, mets ta main droite sur sa tête. Réponse du père. Son père s'y refusa. Voyez, ma haine, ça veut dire objection radicale, votre honneur. Objection. Il répète, je sais. Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, et lui aussi sera grand, mais son jeune frère sera plus grand que lui, et sa postérité formera plusieurs nations. Il les bénit alors, et c'est là qu'il dit Yesimecha Elohim ke Ephraim ke Ménaché. Donc il va faire précéder le cadet avant l'aîné. Maintenant, question pour un champion. Ça n'a pas plu à Yosef, bon après il s'exécute. Il voulait pas, donc il a essayé de freiner le phénomène. Pourquoi ça ne plaisait pas à votre avis à Yosef? Il a inversé l'aîné et le cadet. Et donc c'est lui c'est les enfants. Voilà, il est temps peut-être, papa, d'arrêter le carnage. Il y a que des problèmes de préséance entre l'aîné et le cadet dans notre vie. Déjà entre Esav et Yaakov. Ouais, donc c'est ce qu'il veut dire Yosef. Déjà toi et ton frère, papa, tu as dû acheter la Bechora, ensuite tu as piqué la Bracha. Ouais, donc ça veut dire que... Et ça a créé des troubles terribles cette histoire. Maintenant, Yaakov s'enfuit pour éviter le wanted de Esav. Il va se marier, il tombe amoureux de Rachel. Et manque de peau, il se retrouve avec Léa dans le lit. Et il dit mais tu m'as pipoté. Mais t'es une menteuse, et d'ailleurs comme ton père, t'es une menteuse, fille de menteuse. De menteur. Elle lui répond, c'est moi qui mens. Mais c'est pas toi qui as menti à ton père pour te faire passer pour Esav. À ce moment-là, il va voir son beau-père là-bas, il dit, bah, mais tu t'es moqué de moi. Il dit, comment ça je me suis moqué de toi? Mais t'es débile ou quoi? Mais dans notre village, ça n'existe pas de faire passer la cadette avant l'aîné, sous-entendu. Dans ton village peut-être, mais pas chez nous. C'est que Yaakov,
j'ai un souci par rapport à ces passages. Maintenant, ça va monter d'un étage, puisque finalement, il va donner beaucoup plus d'égards auprès de Yosef par rapport au frère, ça crée une jalousie terrible. Donc, lorsque tu permutes la place de l'aîné, ça crée que des troubles. Donc, papa, il serait peut-être pas temps d'arrêter le carnage et de remettre les choses. Donc, en fait, évidemment, Yosef, il est obligé d'éviter le carnage. Donc, il dit, mais oh non. Et le père, il dit, non, c'est bon. Je sais. Regardez comment c'est extraordinaire. C'est que c'est la première fois qu'il y a un passage en fait de préséance, et ça se passe bien. C'est une des raisons pour laquelle on prie ça, parce qu'on aimerait que nos enfants n'aient pas des problèmes de place. C'est une des bourdes. Mais ça, ce qui est très intéressant, c'est que Yaakov tient à donner à Ephraïm l'essentiel de la bracha. Comment comprendre ce qui se passe ici? Donc je répète, on veut comprendre le personnage de Yosef, comment il a pu gérer cette hatzlacha incroyable, tout en restant dans l'empathie totale et dans le rapport émotionnel avec la vie. Et je vous ai amené ici deux bizarreries. C'est la première, c'est qu'en fait on fait une bracha sur nos enfants par rapport à deux enfants qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas les patriarches, mais les petits-enfants d'un des fils de patriarche, Yosef. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi Yaakov s'obstine à croiser les mains? Alors, l'élément de réponse est le suivant, et c'est vraiment, je pense que c'est le seul qui vaut vraiment le détour. La clé de la compréhension de tout ce qu'on dit là maintenant se trouve dans le nom qui a été donné à Yosef. Je rappelle quand même un point important, c'est que Yosef, Pharaon va lui donner une femme et il va accepter de se marier. Pourquoi je dis qu'il va accepter de se marier? Parce qu'en fait, vu tous les traumas qu'il a eu, on aurait pu parfaitement imaginer que dans une terre aussi hostile à la Torah et au mitzvot, il décide de faire un peu comme a fait Elie Wiesel. Lorsqu'il est sorti de Auschwitz et de Buchenwald, Elie Wiesel a dit, moi, il est évident que je n'amènerai jamais d'enfants au monde. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 2-3 générations. À quoi bon? On a connu 1,5 million d'enfants qui sont morts dans la Shoah. Moi, je ne suis pas capable d'avoir des enfants, dit-il. Il a eu une extraordinaire correspondance avec le rabbi, il était très proche du rabbi de Lubavitch, et le rabbi a mis 10 ans pour le convaincre. Et il y a une lettre qui fait plus de 7 pages, dans laquelle il va, en yiddish et en hébreu, en lui disant, il faut que tu te maries, tu es de Vijnitz, tu feras un bon Vijnitz, un enfant Vijnitz. Ouais. Et il a obtempéré, il s'est marié, il a un fils qui s'appelle Yehoshua, Wiesel, c'est grâce au rabbi. Maintenant, on comprend parfaitement la position de Elie Wiesel qui dit, mais c'est pas possible d'avoir un projet. Maintenant, regardez un peu le projet complexe de Yosef, il se marie avec qui? Osnat bat Potiphera, qui est en fin de compte la fille de Dina, qu'elle a eu d'un viol avec Shrem, et qui a été mise Sa nièce. sa nièce, mais qui a été mise en adoption chez Osnat bat Potiphera. Mais c'est qui Potiphar? J'ai débouché. C'est qui la belle-mère? La belle-mère, c'est celle qui l'a envoyée en tôle, dans une accusation. Donc vous imaginez les ambiances Shabbat chez la belle-mère? Nagila, alléluia. Ouais. Chaud ou pas? C'est un truc de fou. Il se marie avec la fille adoptive de celle qui l'a amené en prison. C'est un truc complètement fou. Ouais. Maintenant, donc, il décide. Et les deux enfants qui naissent. L'un s'appelle Ménaché, l'autre s'appelle Ephraïm. Et regardez ce que dit le texte, c'est extraordinaire. Pourquoi il s'appelle Ménaché? Ouais. Il dit la chose suivante. Vaikra Yosef et Shem Abechor Ménaché qui nachani Elohim et kol amali vet kol bet avi. Car Hachem m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Donc il a deux problèmes dans sa vie. C'est la maison de son père, c'est très mal passé au niveau fratrie, au niveau même avec son père, c'est mal passé a priori. Deuxième chose, il a un problème avec la vie. Être accusé de viol, c'est pas la faute de ses frères. C'est la faute de... Dans sa vie, il a eu des problèmes. Donc il a le hamali, il a le labeur de la vie, qui est dur. Et il a son dossier familial qui est complexe. Donc c'est le trauma. Voilà, le trauma. Et il dit, j'appelle mon fils Nachani, Ménaché, qui Nachani veut dire, alors c'est pas faire oublier, on peut pas oublier les cicatrices. Ça n'existe pas d'oublier les traumas. Ça n'existe pas. Mais Nachani vient d'Irachi, de Guide Hanaché. Le Guide Hanaché, c'est le nerf sciatique. Et là-bas, Raché traduit, c'est quoi Guide Hanaché? C'est le nerf qui se dévie, qui fait une déviation. Kofetz, qui saute. Et là, en fait, il y a un yesod extraordinaire. En 2 temps. Première étape de Yosef, c'est la faculté d'avoir vécu des traumas, mais de ne pas s'assimiler à ces traumas. C'est une nuance fondamentale. On peut vivre des moments extrêmement complexes dans la vie et passer sa vie à les trimballer
comme étant mon domaine de définition. Je suis le traumatisé ou la traumatisée de tel et tel événement. Et il y a une faculté d'être conscient que j'ai eu un traumatisme, mais être conscient que Nashani Elohim, qu'il existe une partie à l'intérieur de moi qui est restée totalement intacte, totalement vierge, totalement dénuée de colonisation de toutes les vicissitudes de la vie. C'est ce que les personnes que tu présentes qui ont été violées racontent qu'elles ont eu l'impression d'être à l'extérieur de leur corps. Ça veut dire qu'il y a une sorte de kofetz. Nashani, le travail que fait Yosef, un travail colossal, c'est de dire je ne veux pas avoir comme CV mes traumas, c'est pas ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est resté totalement intact, qui m'a permis d'ailleurs de résister à Madame Potiphar, parce que normalement, dans la déprime, dans l'éloignement de ses parents, il aurait dû complètement craquer, comme la plupart des gens font. Ils se lâchent. Ouais, on était, je sais pas où, c'était un 31 décembre, on s'est lâché, ouais, vous comprenez un petit peu le truc. Lui, il se lâche pas parce qu'en fait, il a toujours en présence, à ses yeux, le fait que Chelek Elokam Ima'al, j'ai une partie divine à l'intérieur de moi qui, elle, n'est jamais altérée. Tu prends le juif le plus pourri qui existe, tu creuses un petit peu, et s'il creuse, il verra qu'en fait, il y a toujours une partie qui est totalement intacte. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, et qui est incroyable, deuxième enfant, il appelle Ephraim. Ephraim de la chaîne Péri, comme Boré Péri Haaretz. J'ai réussi à fructifier dans le pays de ma misère, Eretz Oni, dans le pays de ma misère. Attention, il n'est pas en train de dire qu'il a eu un enfant à l'époque de la famine, puisqu'il a eu avant la famine. Parce que le pays de misère, c'est un pays de misère spirituelle. Et la misère de ma vie, il dit, j'ai pas simplement créé une distance par rapport à mon trauma. Dans la deuxième étape, je vais réfléchir dans quelle mesure le trauma en question me permet d'être quelqu'un de plus grand. L'épreuve que j'ai vécue au début, je décide de dire que ce n'est pas ma carte d'identité. Donc je fais une déconnexion, je saute comme le guide anaché. Et deuxième étape, je regarde cette épreuve et je dis qu'est-ce que cette épreuve a pu m'apprendre, a pu créer chez moi en termes de sensibilité, en termes de compréhension. Et en fait, c'est sur les deux étapes de la gestion des traumas. Ça, c'est ce qui est marqué ici, ça qui explique pourquoi Yosef, dans sa ultra-sensibilité, a été capable ensuite de réussir parce qu'en fait, il a géré son monde des traumas. Et c'est la condition. Je finis sur cette deuxième histoire de Elie Wiesel. Un jour, il est allé voir le rabbi et il lui a dit « Rabbi, j'ai tellement pleuré dans les camps que je n'arrive plus à pleurer. Faites-moi une bracha pour que je retrouve la faculté de pleurer. » Vous avez entendu, son monde émotionnel est tellement démoli qu'il n'arrive plus à sécréter des larmes. Le rabbi a hoché la tête, il lui a dit « Regarde, je te fais une bracha pour que tu puisses retrouver la voie des larmes, cette voie de la sensibilité, de l'émotion, tout ce que. Mais je te fais aussi une deuxième bracha. C'est pas tout d'apprendre à pleurer. Je te fais une deuxième bracha que tu apprennes aussi à chanter. Ce sont les deux moments ici. Il y a la dimension ménachée, le rapport à l'épreuve, et il y a la faculté ensuite de chanter, c'est-à-dire de comprendre que cette épreuve, si je suis encore en vie, c'est que j'ai quelque chose à explorer là-dessus. C'est péri, ça veut dire il y a un fruit qui doit sortir de cela. Ce sont les deux facettes, les deux combats que Yosef a menés, et c'est qui peut expliquer pourquoi maintenant Yaakov s'obstine à faire les méga bracha à Ephraim et pas à Ménaché, et ça se passe bien, parce que il est en train de dire la chose suivante. Ménaché, c'est le monde du rapport au trauma. On ne doit pas s'arrêter là. L'enjeu, le but essentiel, c'est Ephraim, c'est-à-dire être capable de voir en quoi ça fait fructifier quelque chose en moi. Mais on ne peut pas sauter les étapes. Hachem à créer Ménaché en premier, parce qu'en fait tu peux pas, quand tu as le trauma, tu te dis ouais c'est fantastique. Tant que tu n'arrives pas à te déconnecter du trauma, prendre cette distance, ce kofetz, alors tu ne pourras pas le fertiliser. Mais une fois que tu as fait cette étape, tu peux donc en fait, Hachem met en place deux étapes qui sont des étapes logiques. Mais Yaakov vient et dit attention, l'enjeu dans la vie, on ne s'arrête pas simplement à avoir bien géré ses traumas avec 15 ans de psychanalyse. C'est pas tout. Il faut savoir, ok, maintenant je suis passé par là. Personnes qui ont eu des parents défaillants, on n'a pas choisi ça. Donc ils sont forcément condamnés à des personnes déséquilibrées psychiquement. Non, ils ne sont pas condamnés. Il y a une exigence pratique qui fait que ils ont aussi leur voie d'accès à un monde équilibré et peut-être un monde peut-être plus riche qu'une personne qui s'est née dans un foyer qui n'est pas défaillant. Donc un petit peu ce qu'on peut attraper ici par rapport à Yosef.
Je te dis Shabbat Shalom. Bien sûr,